écran et on va parler donc de ces fameux termes de PAG ou Small for Gestational Age en anglais. Je vais juste rendre voilà, l'image un peu petite. Ou retard de croissance intra-utérin, qu'on appelle en anglais IUGR. Voilà. Donc, avant de parler de ça, il faut absolument qu'on revienne quelques minutes sur le référentiel de croissance et de vous dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, et vous pouvez faire vous-même le test, on ne peut pas parler de fœtus petit pour âge gestationnel ou retard de croissance si on a mal mesuré le bébé. Et pour le mesurer, il faut qu'on ait tous la même façon de mesurer, le même plan de coupe et le même positionnement des curseurs. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons internalisé, parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui mesuraient, par exemple, le BIP en table interne, puis après milieu, milieu, après externe, externe, après externe, interne. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord sur la façon de mesurer et sur les plans de coupe. Alors, par exemple, pour prendre l'extrémité céphalique, le plan de coupe aujourd'hui est quand même très important pour pouvoir mesurer. La première chose, c'est avoir ce plan de coupe qui passe en avant par le cavum lucidum, la cavité septale que vous voyez ici, qui passe par le troisième ventricule que vous voyez juste ici, qui passe par les deux thalamies que vous voyez ici, et par la citerne ambiante, ce sont cette réserve de liquide en dehors donc du parenchyme cérébral qui est juste au-dessus de la fosse postérieure, hein, et il faut passer dedans. Et quand on fait cette coupe au niveau de cette ligne médiane, on va visualiser très bien ici la vallée sylvienne. Quelquefois, on peut voir les plexus choroïdes ici et là avec les ventricules, mais on ne voit certainement pas le cervelet, parce que si c'est le cervelet, vous voyez sur cette coupe-là, on serait trop bas. Vous voyez, cette coupe du BIP ici, elle est représentée par cette ligne rouge qui est ici, et vous voyez que la cavité septale, elle est ici, ce que vous mettez en 1, et la citerne ambiante ici en 2, et vous voyez bien que je suis au-dessus du cervelet. Ici, vous revoyez très bien, voilà le cavum lucidum, le troisième ventricule, les thalamies, le glomus du plexus choroïde, ici la vallée sylvienne, et ne trouvez pas ça du tout anormal que la vallée sylvienne ici est un peu moins visible que là, parce que c'est à cause de l'absorption des ultrasons par l'os qui ici va rendre l'image un tout petit peu moins jolie. Mais aujourd'hui, on a des machines de plus en plus performantes qui permettent d'enlever ce qu'on appelle ce shadow, cette ombre, et on a aujourd'hui peut-être des machines qui vont nous montrer des images relativement jolies ici. Donc, ça, c'est pour l'extrémité céphalique. Et vous voyez bien que si je change un peu ma façon de mesurer, si je mets une coupe un peu plus haute ou un peu plus bas, vous voyez, si je fais cette coupe-là ici en rouge, que je descends un peu plus, d'un seul coup, je ne vois plus la cavité septale, vous voyez le rouge ici, mais par contre, je vois ici les piliers du fornix qui sont ici. Et cette coupe-là, bien qu'elle ne soit pas très différente de celle-ci, n'est pas valable. Autrement dit, elle va vous donner de mauvaises mensurations. Et puis surtout, elle ne vous permet pas d'avoir une belle image qui pourra servir pour l'examen morphologique. On en parlera tout à l'heure. La morphologie dans le retard de croissance intra-utérin est extrêmement importante. Voilà ces repères. On va passer parce qu'on pourra revenir dans les questions si vous le souhaitez. Voilà. Et aujourd'hui, donc je vous ai dit, une fois qu'on a un beau plan de coupe, ben, il faut mesurer. Et pour mesurer, que ce soit le diamètre bipariétal, on va partir de l'extérieur à l'extérieur de la table osseuse et le périmètre crânien,
on va aussi être extérieur-extérieur. Et il est toujours très important dans le périmètre crânien de faire attention sur l'antérieur qui est ici et le postérieur, car bien sûr, souvent on est focalisé sur mes os pariétaux, on est focalisé sur la cavité septale, le troisième ventricule, et on lève un peu la main et on a du mal à continuer le PC, et le PC va être petit parce que nous avons un peu loupé. Donc, pensez bien au niveau frontal comme au niveau occipital, il faut absolument avoir une continuité pour faire une belle mesure du périmètre crânien et du diamètre bipariétal. Pour le périmètre abdominal, là aussi, c'est extrêmement important qu'on mesure le même plan de coupe, car vous comprenez bien, vous prenez une bouteille d'eau minérale, vous prenez un couteau pour la couper. Si vous coupez en biais, vous voyez bien que vous augmentez votre périmètre de coupe. Si vous prenez une tranche de mortadelle que vous coupez, si vous coupez en biais, votre périmètre de coupe va être plus grand. Donc, il faut absolument avoir un vrai périmètre, un vrai cercle. Et pour arriver à avoir ce cercle-là de coupe, il faut absolument en avant passer par le sinus porte. Je vous rappelle que le sinus porte est la continuité de l'entrée de la veine ombilicale au niveau fœtal, dès l'entrée du fœtal, et d'un seul coup, ça va tourner vers la droite, un virage, et là, c'est le sinus porte pour aller en direction du foie. Et donc, il faut absolument connaître en avant ce sinus porte, et en arrière, on a plusieurs repères. Le plus facile à avoir aujourd'hui en 2020 est d'avoir la surrénale qui est ici, que vous voyez en deux. Bien sûr, c'est la surrénale, là, vous voyez la droite, parce que le fœtus est aujourd'hui, là, dans ce cliché-là, céphalique dos à gauche. Mais bien sûr, s'il était par exemple en siège dos à gauche, on verrait l'estomac à ce niveau-là et on verrait bien sûr la surrénale gauche de façon meilleure. Donc, il faut que vous voyez au moins une seule des surrénales, les proximales. Mais après, vous avez d'autres petites choses qui peuvent vous aider. Par exemple, ici, regardez l'aorte. Une coupe de l'aorte, exactement comme mon exemple de mortadelle ou mon exemple de bouteille d'eau minérale. Si vous le coupez droit, eh bien, vous avez une aorte qui est ronde dans la coupe, puisque je suis perpendiculaire à la coupe. Idem pour la veine cave inférieure que vous voyez où il y a ma flèche ici. Si vous coupez, elle est ronde si vous coupez droit. Si vous coupez en biais, elle va être ovoïde et l'aorte aussi. Donc, vous voyez deux petits signes supplémentaires pour dire que votre coupe est bien perpendiculaire à l'axe du bébé. Idem aussi en arrière, au niveau de la vertèbre, on voit bien le corps vertébral qui est ici, le corps vertébral, pardon, qui est là, et ici les apophyses transverses. Et là, vous voyez qu'elles sont bien respectées. Le corps est en face des apophyses parce que je suis en coupe droite. Et enfin, vous pouvez voir l'estomac, mais encore une fois, nous n'avons pas voulu mettre de façon indiscutable l'estomac visible sur une coupe de l'abdomen, car bien sûr, il y a des pathologies où l'estomac n'est pas visualisé, la trésie de l'œsophage ou une pathologie comme une akinésie fœtale ou par exemple un oligoamnios, surtout quand il y a un retard de croissance vasculaire, eh bien ce A, c'est-à-dire cet estomac, n'est pas visualisé. Et donc nous n'avons pas voulu dire une bonne coupe, c'est surtout quand elle passe par l'estomac. On a voulu privilégier cette coupe de sinus porte, cette surrénale, l'aspect de l'aorte et de la veine cave, la vertèbre qui est en arrière, pour pouvoir avoir cette coupe-là. Et puisque je vous dis qu'il faut un rond, eh bien, effectivement, l'appareil, notamment avec nos nouvelles sondes 3D, on a tendance à faire une pression importante sur le ventre de la dame. Et donc là, effectivement, plus vous faites de la pression, plus vous allez déformer le ventre du fœtus. Et surtout, et ça c'est très important, quand vous avez un oligoamnios et quand vous avez un retard de croissance. Donc justement, au moment où vous allez avoir le plus besoin d'avoir un ventre rond, d'avoir un bon plan de coupe et de bien mettre bien sûr vos curseurs, je vais revenir dans une seconde, eh bien c'est là où il faut faire extrêmement important
que la pression ne soit pas excessive pour ne pas déformer cet abdomen. Et exactement comme nous l'avons dit pour l'extrémité céphalique, eh bien, les marqueurs de cette ellipse, de ce rond, eh bien, il faut que ça soit en face externe du plan cutané, ce qui est encore une fois logique, parce que si on cherche un macrosome avec de la graisse sous-cutanée, il ne s'agit pas de mesurer au niveau des côtes. Dans ce cas-là, on va diminuer son estimation de poids fœtal, alors que ce bébé est costaud, et donc il faut aller vraiment au niveau de la partie externe, au niveau de la peau, pour pouvoir avoir une bonne appréciation de cette circonférence abdominale, de ce périmètre abdominal, qui est extrêmement important dans le calcul du poids fœtal. Bien sûr, vous allez voir tout à l'heure dans le calcul du poids fœtal, on va utiliser le PC, le PA et la longueur fémorale, mais quand même, le périmètre abdominal, si je peux me permettre de dire, pèse beaucoup dans l'appréciation du poids fœtal. Vous voyez, on essaye d'agrandir les curseurs. Et là encore, il y a de plus en plus de machines qui vous agrandissent le plan où vous mettez vos curseurs, ce qui vous permet d'être encore plus juste dans la pose du curseur. Là, bien sûr, ça se voit à l'œil nu parce qu'on a un liquide amniotique qui est normalement abondant dans cette échographie. Donc, on a un curseur qui est tout à fait bien en niveau externe, mais bien entendu, si j'avais moins de liquide amniotique, j'ai quelquefois besoin d'agrandir un peu l'image pour bien voir mes curseurs et bien les mettre au niveau externe. Donc, vous voyez bien que dès qu'on a moins de liquide, eh bien, regardez, on est d'un seul coup un peu embêté. On a ici, bien sûr, l'aorte, la veine cave inférieure, la surrénale, le sinus porte, l'estomac, la rate. On a ici bien en extérieur, pas de souci, mais vous voyez ici, on commence à avoir des problèmes. Donc, vous voyez, hop, là, d'un seul coup, on peut, il faudrait qu'on ajuste pour améliorer le poids. Donc, vous voyez, il faut être extrêmement attentif à bien mettre les curseurs parce que vous pouvez passer du 3e au 25e centile et dire non, non, ce bébé n'est pas petit alors qu'il est petit ou bien en retard de croissance. Pour le fémur, je dirais qu'il ne faut plus dire je mesure la longueur fémorale, même si nous tous on fait cette erreur, mais on va dire je mesure la diaphyse fémorale. Parce que, vous voyez ici, si je dis où est le fémur, ben vous allez dire ben le fémur, voilà la tête fémorale et voilà la partie inférieure du fémur. Donc, à la limite, je pourrais mesurer le fémur d'ici jusque-là. Or, les épiphyses supérieures et inférieures ne sont pas encore, le plus souvent, pas ossifiées avant même tardivement dans le 3e trimestre. Et puis, le fémur, il va d'ici jusque-là, et là, tout ça, c'est l'os. Mais ce que vous voyez en blanc, qu'on a mis en blanc par habitude, si vous voulez, par rapport au rayon X, eh bien, ce n'est que la réflexion des ultrasons qui tapent sur une période, sur une structure solide et qui reviennent vers la sonde. Et donc, on voit seulement l'interface de cette diaphyse fémorale qu'on va mesurer. Et donc, vous comprenez bien que si je me mets en biais, si je suis en diagonale, si j'envoie mes ultrasons d'en bas ici, donc je vais avoir un bout rond, eh bien, je vais là aussi mal mesurer mon fémur. Et là encore, je vais soit créer des fémurs courts, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui de la conduite à tenir devant un fémur court isolé, ou alors créer un retard de croissance qui n'existe pas, ou bien plutôt le contraire, ne pas voir un retard de croissance. Donc vous voyez bien que la jambe du bébé, vous regardez le fémur extérieur et intérieur, vous voyez bien que l'interface à l'intérieur est arrondie. Donc il vaut mieux passer par l'extérieur. Regardez comment c'est arrondi là. Donc il vaut mieux que je mesure la diaphyse d'ici jusque-là, mais en passant par l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un abord
antéro-externe, antérieur et externe, et non pas postérieur et interne, intérieur, postérieur. Donc là, on a déjà fait ça à plusieurs reprises dans mes interventions, aussi bien en Algérie, au Maroc qu'en Tunisie et en France, mais je crois que c'était quand même important. Et j'ai laissé les textes parce que tout à l'heure, on a dit qu'il y aurait peut-être un replay, et sur le replay, vous pouvez voir les textes. Vous avez vu que je n'ai pas tout à fait respecté, mais c'était pour vous rappeler ces mesures. Donc là, on est seulement dans les mesures. Après, on va discuter comment les mettre sur les courbes. On va revenir sur les courbes. Mais on va revenir sur la difficulté de ces termes barbares que nous utilisons en prénatal, qui s'appellent fœtus PAG ou fœtus en retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire fœtus petit pour l'âge gestationnel ou PAG. En pédiatrie, les choses étaient très faciles. Il parle d'hypotrophie. Donc, l'hypotrophie, elle est modérée si on est entre le 3e et le 10e centile pour les courbes de pédiatrie. Elle est sévère si on est inférieur au 3e, c'est-à-dire si on est à moins de déviation standard. En échographie, on est presque obligé de dire, écoutez, alors le PA, il est au 3e centile, le fémur au 23e centile et le PC au 10e centile. Alors là, celui qui vous écoute, il ne comprend rien. Donc, on a dit, ben, on va imiter les pédiatres et on va faire une estimation du poids fœtal et on va essayer de réfléchir en estimation de poids fœtal pour pouvoir suivre l'évolution de ce bébé. Donc, jusqu'à il y a 3 à 4 ans, on parlait toujours de retard de croissance intra-utérin quand un bébé était inférieur au 10e centile. Et on a compris tout de suite qu'il fallait les dépister, ces retards de croissance. Je reviendrai sur la définition dans quelques instants, parce que c'était un enjeu de santé publique. C'était la 3e cause de mortalité périnatale, ces bébés qui étaient petits. C'était responsable de morbidité à court, moyen et aussi à long terme. Mais aussi, on a constaté, et là je suis presque généreux, parce que je pense que c'est largement moins, seulement 50% des bébés qui naissent, qui ont un retard de croissance intra-utérin, avaient été identifiés avant la naissance. Et croyez-moi, j'ai mis 50% j'ai mis moins de 50% pour ne vexer personne, parce que ce taux, il est encore plus bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, a priori, puisqu'on parle du 10e centile, ça concernerait 80 000 naissances par rapport aux 800 000 naissances que nous avons. Donc, il y a 80 000 qui seraient en retard de croissance et il y a plus de 40 à 50 000 qui ne sont pas dépistés. Donc, vous comprenez bien que c'est un enjeu de santé publique. Donc, le terme hypotrophe, on ne va plus l'utiliser. On va utiliser le terme de petit pour âge gestationnel. Et là, on va tout regrouper. On va dire, voilà, j'ai un bébé qui est petit par rapport à son terme. Et quand je ne dis plus retard de croissance, parce que retard de croissance, c'est la croissance qui est en retard, ça veut dire que c'est quelque chose de dynamique. Donc, on n'a plus le droit de parler de retard de croissance que si nous avons une dynamique de cassure de la courbe de croissance. Donc, si vous avez un seul examen, à un moment donné, je ne sais pas, vous voyez une femme enceinte à 24 semaines et vous voyez des mesures qui sont petites pour l'âge gestationnel, et ben on va dire ce bébé est un fœtus petit pour l'âge gestationnel, small for gestational age, comme le disent les anglo-saxons. Et donc, ce petit pour âge gestationnel, eh bien, il peut être soit petit parce qu'il est petit, parce que la maman est petite, parce que le papa est petit, parce que le grand frère est petit, parce que toute la famille naissait avec un poids petit, un petit gabarit constitutionnel, ou il est vraiment hypotrophe, c'est-à-dire que techniquement, il va entrer dans le retard de croissance. Et croyez-moi, c'est rare que je dise le terme hypotrophe, je vais d'ailleurs rapidement l'écarter. Et donc, la meilleure façon, c'est de voir l'évolution des courbes. Vous voyez, là, on a le PC, le BIP, le périmètre abdominal et la longueur fémorale. Donc, vous voyez, en dehors du BIP, les 3 autres participent au poids. Et on va avoir des jugements que je dirai tout à l'heure sur cette évolution. Donc, on va oublier la notion d'hypotrophe et on va plutôt
dire, voilà, un bébé, par exemple, qui évolue toujours au 10e centile, là, regardez comme celui-là, toc, 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 ça c'est la courbe noire, on va dire que c'est le 10e centile, par exemple, eh bien, il est toujours au 10e centile, on va dire qu'il est en PAG. Un bébé qui est au 10e centile, mais qui casse de plus en plus, on va dire qu'il est en retard de croissance. Donc, on ne va plus utiliser le terme d'hypotrophe, on ne va plus utiliser en prénatal, les pédiatres peuvent toujours l'utiliser, on ne va plus utiliser en prénatal le terme disharmonieux ou harmonieux, on ne va plus utiliser le terme symétrique ou asymétrique, mais on va plutôt utiliser les termes retard de croissance précoce, qui nous orientent plutôt vers des causes fétales. On va dire des retards de croissance plus tardifs, c'est-à-dire une cassure plus tardive, et là, ça va plus nous orienter vers les causes vasculaires. Donc ça, on l'oublie. On va plus parler de retard de croissance harmonieux ou dysharmonieux, mais on va remplacer par petit porage gestationnel ou retard de croissance intra-utérin en fonction de l'évolution, et vous allez rajouter à périmètre crânien conservé ou petit microcéphale. C'est-à-dire le harmonieux d'il y a longtemps serait maintenant PAG ou retard de croissance intra-utérin avec un petit PC. Le dysharmonieux serait aujourd'hui un PAG ou un retard de croissance intra-utérin à PC conservé. C'est ça qu'il faut que vous utilisez dans votre terminologie quand vous faites de l'échographie de dépistage et que vous voulez, tout à l'heure je donnerai la parole à Nadia, que c'est vraiment l'échographie de dépistage qui va être le fer de lance. Elle va être le fer de lance grâce, et je sais que vous êtes nombreux à n'arrêter pas de me dire oui, mais on reçoit une dame, elle n'a jamais eu, excusez-moi, n'a jamais eu de datation précoce entre 11 et 14 semaines. Or, c'est une échographie pour la santé publique, pour notre bien-être, pour le bien-être de ces enfants. C'est une échographie extrêmement importante. Il faut absolument qu'on ait une datation précise entre 11 et 14 semaines. Le dépisteur, ce n'est pas parce qu'il est dépisteur qu'il ne faut pas qu'il ait une biométrie rigoureuse. Je vous ai dit les raisons tout à l'heure. Et après, une fois que vous avez, vous dépisteur, vous avez dit j'ai un PAG, parce que vous l'avez vu qu'une seule fois et que vous avez vu qu'il est au 5e percentile, ou j'ai un retard de croissance intra-utérin parce que vous l'avez vu à 2 reprises, à 3 reprises, et il est passé du 10e au 5e, puis au 3e et au 1er, vous avez donc dans l'obligation de demander une échographie de diagnostic. Je vais m'arrêter juste un instant là-dessus. Un bébé que vous avez vu, vous, à 22 semaines, au, on va dire, 75e centile, qui, par exemple, la maman fait une hypertension artérielle, que vous voyez, et vous le voyez au 25e à 25 semaines, et au 10e à 28 semaines, eh bien, même si vous n'êtes toujours pas sous la barre des 10e centiles, s'il était au 75e percentile à 22 semaines et qu'au 28 semaines, vous êtes au 10e centile, vous n'avez pas un bébé qui est petit pour l'âge gestationnel, parce qu'il est supérieur au 10e centile, mais vous êtes obligé de dire ce bébé a un retard de croissance intra-utérin. Il a cassé sa croissance entre 22 et 28 semaines. Donc, la définition de retard de croissance, ce n'est pas il est inférieur au 10e et il a cassé sa croissance avant. La définition de retard de croissance, c'est il a changé de couloir, au moins 2 couloirs, c'est-à-dire de 50, il est passé au 10e, ou bien de 25, il est passé au 3e. Là, un changement de couloir, alors qu'un PAG, c'est un bébé qui est inférieur au 10e, mais qui reste inférieur au 10e tout le temps et reste dans le même couloir. J'espère que ça, c'est… Donc, vous êtes dans l'obligation, si par exemple, vous voyez un bébé à 22 semaines qui est au 75e centile, la dame a par exemple un antécédent de dysgravidie, et que vous le voyez à 28 semaines, et à 28 semaines, il est au 10e centile, vous ne dites pas « j'ai encore le temps, il n'est qu'au 10e », il faut que vous enclenchez
l'échographie dite de diagnostic. Il faut que vous enclenchiez le Doppler dont va parler un peu Nadia et on va rediscuter ensemble après, parce que ce bébé, il a cassé et il était prévu, au contraire, pour être un gros bébé constitutionnellement et à cause de quelque chose, il a cassé sa croissance. Donc, cette échographie diagnostique, elle doit faire une étude morphologique attentive, que ce soit pour faire l'étiologie, mais que ce soit aussi pour connaître les effets de ce retard de croissance. On va étudier les annexes et on va faire un Doppler maternel et fœtal et on reviendra tout à l'heure. Donc, si on voit les étiologies globalement des retards de croissance, les causes maternelles, c'est 40%, les causes fœtales, c'est 25%, les causes placentaires, c'est 5%, et pas de cause idiopathique, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne va pas et on n'arrive pas, c'est 30%. Donc, nos objectifs de dépistage, c'est dépister, bien sûr, dans les retards de croissance intra-utérins très précoces et très sévères, les étiologies non curables. Je vais revenir tout à l'heure. Vous voyez, c'est très très tôt, avant même 20 semaines, 18 semaines, j'ai un bébé qui est tout petit, tout est cassé. Donc, on va les différencier de ces fœtus qui ont un retard de croissance intra-utérin qui va apparaître plus tardivement, avec le plus souvent, un périmètre crânien conservé, pas tout le temps, mais le plus souvent. Et donc là, par contre, l'objectif de notre dépistage, c'est de prévenir un handicap lourd, prévenir la mort fœtale in utero, organiser le soin périnatal, et là, c'est Nadia qui va vous en parler tout à l'heure, et bien sûr, assurer la protection de la santé de la femme, car vous savez qu'elle risque une prééclampsie, voire plus, avec une morbidité maternelle qui est très importante. Et là, ce sont des retards un peu plus tardifs, comme vous voyez sur cette courbe de croissance. Donc, l'estimation du poids, alors aujourd'hui, il y a exactement 120 et quelques courbes d'estimation du poids. Celle que pour le moment, on utilise le plus, c'est la ADLOC 2, qui va prendre le périmètre crânien, le périmètre abdominal et le fémur. En attendant mieux, c'est pour le moment celle qu'on va utiliser pour tout le monde et il y a une probabilité qu'on change, mais pour le moment, c'est celle-ci qu'on va faire. Donc, quand vous rencontrez un retard de croissance, il faut sans hésiter reprendre le longueur crânio-caudale qui a été faite entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée, repréciser le terme vous-même pour replacer le début de la grossesse pour être sûr qu'il n'y a pas eu une erreur de départ. Vous revérifiez les images qui ont été faites par vous ou par votre collègue sur la longueur crânio-caudale. Je ne vais pas refaire un cours complet sur un caudal, mais vous voyez bien sur un fœtus qui est en position neutre, en plan sagittal. Et regardez, on est purement dans le plan sagittal parce que vous voyez les os propres du nez, le maxillaire, l'emmandibule, le bourgeon génital, le rachis en arrière, le quatrième ventricule, la faute du cerveau. Donc, je suis bien sûr en sagittal. Le bébé est en position neutre parce qu'il y a un petit triangle sous son menton et je mesure hors tout la longueur crânio-caudale et ça va me permettre de déterminer le début de la grossesse de façon certaine et je le recontrôle avec le diamètre épipariétal qui va me dire voilà, tu avais raison, le début de grossesse, c'est là. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais aussi revenir sur les courbes de croissance. Vous avez entendu qu'on est en train de changer. Quelle courbe de croissance utiliser? Alors, beaucoup de gens, et ce n'est pas du tout une critique, ils ont un nouvel appareil. Alors, ils vont prendre les courbes de croissance de ce que le constructeur a mis en premier plan. Donc, c'est souvent ADLOC, c'est quelquefois Chitty, quelquefois le CFEF, quelquefois Intergross. Eh bien, je vais avancer là-dessus. Eh bien, je vais vous montrer le travail que nous avons fait. Ça, c'est la carte du monde. Si on la respecte de point de vue géographique,
Donc, vous avez vu l'Afrique au milieu avec beaucoup de pays, ça, et je respecte la superficie des pays. Eh bien, en matière de mortalité périnatale, voilà la vraie carte, c'est-à-dire vous voyez que l'Afrique est beaucoup plus grosse que ce que vous avez tout à l'heure. Ça veut dire que malheureusement, dans votre continent, c'est quand même le continent où il y a le plus de mortalité périnatale liée à plusieurs facteurs. On peut en discuter, mais vous voyez que c'est un problème de santé publique mondial, mais aussi beaucoup africain. Bien sûr, on a aussi l'Inde et le Sud-Est asiatique, mais c'est vrai que vous voyez que l'Afrique a quand même une mortalité qui est très importante de point de vue néonatal. Donc, l'approche biométrique. Alors, il faut savoir que c'est un contexte de dépistage et on a trois types d'approches. Et là, je sais que ça va être un peu compliqué, mais c'est important que vous compreniez parce que vous allez comprendre quand les courbes vont arriver à chez vous. Il y a ce qu'on appelle l'approche descriptive, les approches ajustées et les approches prescriptives. Tout ça pour faire des courbes de myométrie, pour faire des formules d'estimation de poids et surtout de faire une courbe de l'évolution du poids fœtal. Alors, c'est quoi le descriptif? Le descriptif, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que, excusez-moi, voilà, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est l'approche historique, c'est-à-dire que nous demandons à, je ne sais pas, 500 personnes, c'est ce qu'on avait fait par le Collège français d'échographie fœtale, de nous envoyer le terme, l'âge gestationnel de la grossesse et de nous donner le diamètre bipariétal, le périmètre crânien, le circonférence abdominale, longueur fémorale, et on rajoute tout ça et on divise par le nombre de patients et on fait une courbe de ce qu'on a décrit, de ce qu'on a vu, et donc on va faire une courbe qu'on appelle descriptive. Autrement dit, si je prends, c'est quelque chose d'exceptionnel, si je prenais quelque chose comme l'hypertension artérielle, tous les gens qui sont présents aujourd'hui, je vais prendre leur tension, je vais dire que la tension d'un tel est à 12,8, un autre 14,9, un autre 17,6, et je vais faire une courbe des tensions. Or, c'est faux parce que je ne sais pas si, premièrement, si vous représentez la population générale, on est plutôt des gens plus âgés que d'autres, et surtout, je change la définition de quelqu'un qui est hypertendu parce que pour moi, quelqu'un qui est hypertendu, il a une tension artérielle supérieure à 14,9. Si la moyenne de ce que je mesure chez vous, elle est de 16,9, je ne vais pas changer mes seuils d'hypertension. L'hypertension serait toujours 14,9. Pareil pour l'obésité. Si je vais mesurer tous les Américains et que je vois que leur IMC est en moyenne à 32, je ne vais pas dire on est obèse quand on a un IMC supérieur à 32 et on est maigre quand on est inférieur à 32. Et en Éthiopie, ben c'est le contraire. On est gros quand on a un IMC supérieur à 16 et on est maigre quand on a un IMC supérieur à 16. Non, aujourd'hui on dit l'IMC normal est entre 20 et 25, surpoids entre 25 et 30, etc. Donc ce n'est pas la mesure du poids de plusieurs personnes qui va me donner la courbe, mais c'est vraiment des termes qui sont importants. Pareil pour le diabète, on dit que le diabète gestationnel, si la glycémie à jeun est supérieure à 0,92, je ne vais pas aller mesurer tous les autres. Donc, voilà jusqu'à maintenant l'approche descriptive. Donc, elle a ses limites. Nous l'avons fait avec le Collège d'échographie fœtale, mais nous pensons qu'à un moment donné, il fallait changer de cette approche descriptive. Regardez, c'est comme si je disais, tous ces enfants ont une taille normale en Tanzanie, alors qu'on sait très bien que la moyenne mondiale de la taille des enfants à leur âge, elle est ici, où vous avez la ligne, et donc ils sont largement petits. Pareil pour cette photo prise aux États-Unis, on ne va pas dire que ces personnes sont minces parce qu'ils sont inférieurs à l'IMC moyen des Américains. Ils sont costauds parce qu'ils ont un IMC supérieur à 30 points barres. Et c'est comme ça qu'il faudrait réfléchir. Donc,
Avant d'arriver au point des courbes prescriptives, on a fait des courbes ajustées. Les courbes ajustées, c'est-à-dire de dire on ne tient plus compte de la patiente, mais de la grossesse. C'est-à-dire qu'on va dire, on va personnaliser, on va prendre le sexe fœtal, on va prendre la taille, le poids de la mère et du père, on va prendre la parité et on va essayer de faire une courbe sur une population. Pourquoi on a dit ça? C'est-à-dire qu'on s'est dit, une dame qui a eu 3 enfants, tous les 3 pesés à la naissance 2,4 kg, c'est certainement leur structure familiale. Que le 4e pèse 2,4 kg, c'est pas grave. Cette approche, elle est un peu, pour moi, limitative parce que même si les autres pèsent 2,4 kg chacun ou bien 3,9 kg ou 4 kg, c'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard d'être gros ou d'être petit. Peut-être qu'il y a une pathologie maternelle et on risque de la passer. Donc aujourd'hui, dans cette approche ajustée, on a des risques d'erreur, bien que ce soit une très très bonne équipe française qui fait ça. Je pense que pour le moment, c'est un peu difficile. Je l'utilise seulement dans des situations bien particulières et il y a peut-être, ce n'est pour le moment pas la place en dépistage, et je dis bien en dépistage parce que je parle à des dépisteurs. Par contre, l'approche prescriptive, peut-être que c'est nouveau pour les dépisteurs, mais que ça va être bien. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est facile. On va prendre une population, la même que la population descriptive que j'ai parlé avant, celle-là, mais on va enlever de cette population toutes les situations qui sont porteurs d'une pathologie, c'est-à-dire des tabagiques. On va enlever les obèses, on va enlever les femmes trop jeunes, inférieures à 18 ans, trop âgées pour la grossesse supérieure à 40 ans, on va enlever les diabétiques et on va prendre une population, vous voyez, j'ai enlevé tous les rouges que je viens de citer, une population sélectionnée de femmes a priori en bonne santé, et on va faire les courbes chez ces femmes. On va les mesurer leur bébé toutes les 4 semaines et on va faire des courbes. Vous voyez, ça c'était tout ce qu'on a, les critères d'inclusion et d'exclusion. Vous voyez, il faut âgé de plus de 38 ans, moins de 35 ans, avoir un BMI supérieur à 19, à 18,5, inférieur à 30. Il faut mesurer plus de 1,53 m, que ça ne soit pas une grossesse gémellaire, etc. Et donc, on a fait cette mesure et on a fait une écho toutes les 5 semaines et nous avons établi, enfin nous avons l'équipe Intergross 21 du 21e siècle avec l'aide de Bill Gates ont établi ces courbes-là qui nous paraissent, vous voyez, ça c'était les endroits où les études ont été faites, donc vous voyez sur tous les continents, et il y a eu donc une publication, vous voyez, depuis 2013, on commence à en parler, vous voyez, on a eu cette publication. Et donc, nous, on l'a comparé à la population française de femmes en bonne santé. Et comme disent les Américains, ça fitait bien, ça correspondait bien. Et ce qui était quand même pas mal du tout, c'est qu'on a pu aussi la compléter avec les mensurations ici postnatales. Et donc, en postnatal, il y avait un continuum entre nous. Et vous voyez, nous avons fait une étude flash en 2014 qui corroborait ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on continue à faire des courbes descriptives, mais d'ici 6 mois, 1 an, on va passer en courbe prescriptive et ça va arriver chez vous. Donc, je suis en train de vous préparer, ça va venir tout de suite. Donc, cette échographie dite diagnostique va faire et le bilan étiologique et aussi, comme on vient de le voir, une dynamique de croissance et le Doppler. Donc, là, je vous ai parlé de ça, donc je vais passer très rapidement, mais ça va vous expliquer pourquoi on loupe des retards de croissance intra-utérin, parce que des fois, on a des bébés qui sont supérieurs au 10e centile et on se trompe. Ils ont cassé leur courbe de croissance et on ne s'est pas rendu compte qu'ils ont cassé la courbe de croissance. Et on dit, ah ben non, il n'est pas hypotrophe, on utilise encore ce terme-là.
et c'est pour ça que c'est un peu gênant. Donc, voilà. Et vous voyez les courbes, pourquoi j'insiste beaucoup, pour une même mesure que vous avez fait, et super bien, hein, le périmètre abdominal, vous l'avez très bien fait. Eh bien, en fonction de la courbe que je veux prendre, soit je veux le mettre dedans, dans la courbe, donc pas de retard de croissance, soit je veux le mettre largement inférieur au 10e centile, et là on dit, mon Dieu, il y a un problème. Alors, quelles sont les étiologies? Je vais passer assez rapidement pour laisser la place aux questions et surtout laisser la place à Nadia. Donc, les causes maternelles, vous les connaissez tous. L'âge, très faible ou très élevé. Les primipares, hein, les problèmes de nutrition. La profession, difficile ou pas. Les antécédents médicaux, par exemple cardiopathie maternelle, anémie maternelle. Les antécédents obstétricaux, si elle a déjà fait des prééclampsies de retard de croissance. Les causes, ça c'est le terrain, les causes directes, la maman a par exemple une mucoviscidose avec une hypoxie, un syndrome vasculo-rénal, elle fume, consommation d'alcool, de drogue, elle a une malformation utérine. Les causes placentaires, donc on a une ischémie, une thrombose, un infarcissement, un chorioangiome, un placenta prévia, une pathologie cordonale, une insertion vélamenteuse, des nœuds, des circulaires du cordon et, bien sûr, après, je vais par ordre, les causes fétales, les grossesses multiples, les anomalies chromosomiques, les malformations fétales et les infections qui peuvent toucher et le placenta, mais aussi directement le bébé, comme le CMV, la rubéole et la toxoplasmose. Voilà une image des causes de souffrance fétale avec cassure de la courbe de croissance, cause maternelle, cause fétale, cause environnementale, cause infectieuse, cause placentaire et cause génétique. Donc, globalement, vous voyez que il faut rechercher une anomalie fétale, une cause syndromique, mais encore une fois, ça peut durer longtemps ce topo parce que ça regroupe toute la médecine fétale. Il faut quand même que vous ayez une orientation, c'est-à-dire, est-ce que j'ai ce retard de croissance qui a commencé tôt? La trisomie 18, on sait que le retard de croissance commence très très tôt, peut-être même à la première écho. Quelquefois, c'est pour ça qu'on loupe, on corrige l'âge gestationnel et en fait, le bébé était déjà petit, mais on le rattrape après. Bien sûr, on a un contexte vasculaire maternel à cause des antécédents, à cause d'une pathologie vasculo-nerveuse ou alors gauche vasculaire, excusez-moi, immunologique, ou alors la gémellité, la malformation utérine que vous connaissez, et vous voyez que les causes idiopathiques sont assez fréquents parce que c'est entre 20 et 30% des cas. Donc, on va s'orienter. Retard de croissance précoce, vous voyez, c'est quand même pas les plus fréquents, c'est 20%. Donc, on va plutôt s'orienter malformation, chromosome ou infection. Les plus tardifs, on va aller plutôt vers une cause vasculaire. Et ceux qui sont tout le temps petits, dès le départ jusqu'à la fin, ceux-là nous rassurent puisque ce sont des PAG et qui sont constitutionnellement petits. Donc, on va le voir par les questions qu'on va mettre après, les cas cliniques, excusez-moi. Donc, premièrement, avant tout, un bilan morphologique échographique, karyotype fœtal ou analyse chromosomique par puce à ADN. Et je crois que de plus en plus, on va aller vers l'ACPA, car la trisomie 18, la trisomie 13, qui sont souvent responsables de retard de croissance, vous avez tellement de signes échographiques que d'emblée, vous allez dire non, 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 je n'irai pas vers un ACPA, on fait un karyotype. Je suis pratiquement sûr qu'il s'agit d'un tri 18 ou d'une tri 13. Les trisomies 21, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train d'améliorer le dépistage au premier trimestre. On a le DPNI et puis surtout, la trisomie 21 n'est pas souvent responsable de retard de croissance. Donc, le karyotype, on va de moins en moins en parler, le karyotype standard, et on va plus aller vers l'analyse chromosomique par puce à ADN qui va montrer des anomalies de structure de façon beaucoup plus facile. On va chercher une maladie auto-immune au niveau de la maman, bien sûr, hein, et
et faire un bilan infectieux, au départ maternel, mais si on met une aiguille pour faire l'analyse chromosomique, bien entendu, on va faire le bilan infectieux sur le liquide amniotique, ce qu'on appelle PCR. Maintenant, tout le monde connaît le PCR depuis l'arrivée du Covid, donc un PCR sur le liquide amniotique. Voilà les quelques anomalies fétales que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le likelihood ratio ou le rapport de vraisemblance. Quand il y a un retard de croissance, le risque de trisomie 18 est multiplié par 46. Le risque de l'élétion, notamment le 4P-, c'est 18. L'anencéphalie, c'est multiplié par 24. La paroschisis, il y a toujours de retard de croissance avec la paroschisis. Le risque de retard de croissance est multiplié par 14. L'atrésie de l'œsophage, le risque est multiplié par 12, etc. Hernie diaphragmatique, le risque est multiplié par 4. Rapidement, vous voyez, c'est un utérus de triploïdie, c'est un placenta de triploïdie. Là, vous voyez un pied-bot, une main typique avec une main grippée et un kyste du plexus choroïde, une image en signe du citron, en tête de fraise. Vous voyez un peu comme une fraise, vous voyez qui est pointue ici, ou triangulaire. Il s'agit bien sûr d'une trisomie 18. Là, vous voyez une grosse fente médiane, une micro-ophtalmie avec un hypertellorisme majeur, des reins hyperéchogènes et très augmentés de volume à 13 semaines d'aménorrhée. Il s'agissait bien sûr d'une trisomie 13. Ici, vous avez une image en casque de Troyen avec une fente bilatérale. Vous voyez ce casque de guerrier. Il s'agissait bien sûr d'un 4P-. Mais je m'arrête là parce que si je dois vous dire tous les syndromes qui donnent un retard de croissance, il y en a plus de 500. Donc, si vous êtes plutôt orienté vers un très, très petit fémur, eh bien, vous allez plutôt partir sur une osteochondrodysplasie et vous allez faire un scanner osseux ou bien une étude par biologie moléculaire osseuse. Si vous partez plutôt vers une dysmorphie ou par exemple dans le SLO c'est un Smith-Lemli-Opitz, vous allez avoir par exemple chez un fœtus de sexe masculin karyotypique, on va avoir excusez-moi un instant, j'ai un problème d'internet. Oh, ça va, c'est réglé. Donc, si vous avez un retard de croissance avec des organes génitaux, enfin un karyotype 46XY et des organes génitaux qui sont ambigus, vous allez rechercher le SLO avec le dosage de cholestérol dans le liquide amniotique. Mais vous voyez que c'est quand même l'échographie morphologique qui va vous orienter vers ce genre de problème. Après, vous allez revoir les atteintes toxiques, l'alcool, la drogue, les médicaments, avec notamment le Subutex, la méthadone, la dépakine, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et le tabac et tout ce qui est hypoxie externe. Donc, une fois que vous avez enlevé tout ça, vous avez dit que c'est un retard de croissance et bien sûr, vous avez toujours peur de l'extraire à ce bébé et de voir qu'il est prémat, ou d'attendre et de dire mince, il va s'asphyxier, il va mourir, ou d'attendre et quelquefois, vous pouvez même abandonner. Donc, il faut que vous choisissiez et là, on va pouvoir peut-être se servir du Doppler pour aller plus loin. Donc, pour finir, c'était la dernière diapo, rigueur méthodologique, aussi bien pour les mesures que pour le Doppler, mais ça, Nadia va vous le dire, et faire une démarche qualité, par exemple, s'inscrire à l'EPP biométrie du collège pour que vous sachiez si vous mesurez bien ou pas. EPP, ça veut dire évaluation des pratiques professionnelles. Comme ça, vous allez voir si vous mesurez bien, si vous êtes si vous pouvez continuer à mesurer sans aucun problème. Et puis peut-être aller vers des courbes plutôt customisées. Et là, je laisse la parole à Nadia, à moins que mes collègues orateurs veulent prendre la parole. Je vous remercie, j'étais un peu long, mais j'avais dit
entre 3/4 d'heure et 1 heure, c'est bon. C'était parfait. Bon. Belle mise au point sur les biométries. Ouais. Voilà. Alors, je vais peut-être arrêter le partage pour laisser. Il l'aurait arrêté. Voilà. Alors, je ne sais pas.